Mamie! Oh, mais c'est pas possible, ça! Non, mais là, je vous entendais plus. Les coéquipiers, ils se perdent jamais de vue. Mais moi, depuis que vous êtes né, je vous perds jamais de vue. Non, on m'avait sorti, là. S'il y a un sanglier féroce, je me fais fumer. Et salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de la campagne dans les terres arides de Warhammer Made by Amateur. Alors pour cette phase de l'automne, toujours les rois des tombes qui mènent avec les 62 hexagones. La deuxième place va aux Zombettes en 61. Les démons de cornes sont en troisième place. Les Skaven suivent à la quatrième. Je suis avec mes orques et gobelins à 59 à l'avant-dernière. Et toujours Henri avec... Pierre avec ses nains à 58 hexagones. Donc les règles spéciales de l'automne, rappelez-vous, ce sont les pluies diluviennes, autrement dit les points de déplacement ne sont plus d'un des 6 plus 1, mais seulement d'un des 6. Et de plus, tous les jets de lancement de sorts du métal et des cieux sont de plus 1. Enfin, ont plus 1 au lancement. Voilà. Le principe des ordres ne change pas. Alors comme le veut chaque début de saison, un nouveau site d'importance de fouilles sur les vestiges de Nagash a été trouvé. Et malheureusement pour nous tous, il a été trouvé en plein milieu de l'empire de Lilian des Skaven, pas très loin de Karakovipik. Donc c'est terrible. Les Skaven, ils possèdent ce site hexagone d'importance directement et surtout en plein milieu de leur empire, donc très très bien protégé. Il va falloir qu'on lui mette beaucoup la pression, Lilian, pour lui empêcher de conserver une avance, parce qu'un site d'importance pour les Skaven, il n'y a rien de pire, même si eux n'ont le plus petit empire. Il faut toujours se méfier de ces petits ratons. Donc après, on va commencer avec les premiers mouvements de l'automne. Donc pour les premiers mouvements, c'est parti. Pierre prend l'armée de son grand général. Il choisit la diplomatie avec les démons de cornes. Voilà, il essaye de contrer un petit peu la violence que lui balance Lucie depuis 2 saisons. Donc il fait diplomatie démons de cornes. Au mouvement, c'est tout simple. Il nous fait un petit 2, voilà, un petit 2, donc il avance un petit peu au sud, et après avec tous les PA qui lui restent, il se développe bien sûr au sud de sa position. Comme vous voyez, les PA vont être les derniers développements importants d'Empire là en automne, car très rapidement la carte va être complètement pleine pour l'hiver, ça risque d'être super sympa. Ensuite, vient mon tour avec mes orques et gobelins, je prends l'armée de mon lieutenant, je prends l'événement manipulation, Skaven contre roi des tombes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'envoie les Skaven au sud pour éviter qu'ils se développent, qu'ils piquent un empire aux nains, enfin un hexagone aux nains ou aux Zombettes. Je les envoie pour obliger en fait Lilian à déplacer son armée vers le sud, et donc parce qu'il était très calé au nord ou à l'ouest, et donc perdre, on va dire, un tour de jeu. J'ai envie d'embêter Lilian un peu, que je ne pourrais pas aller attaquer, et vu qu'il a un site important, voilà, pour le contrer un petit peu. En déplacement, je fais un 6, donc je suis assez content, donc je me déplace dans les marais, je quitte la citadelle principale des marais, et après avec mes PA, je me verrouille avec le marais au sud, et sinon je m'étends sur l'est, dans les derniers petits hexagones libres. Ensuite, donc vient le tour de Lilian. Lilian, il prend son armée de son grand général, et vu que je lui ai obligé une manipulation, je l'ai manipulé pour qu'il attaque les rois des tombes, avec un très très beau jet, n'empêche, de 6, il part au sud. Voilà, il part au sud, et finalement il ne gagne qu'un seul hexagone. Donc ma technique a payé, je suis assez content. Après, avec ses PA, bien sûr, il verrouille bien sûr le sud de sa position, et les derniers petits hexagones au nord. Ensuite vient le tour de Lucie avec ses démons de cornes. Elle choisit l'événement Révolte Hombette, et comme vous le voyez, pouf, elle enlève un petit hexagone aux Hombettes. Donc toujours un petit peu pour embêter Henri qui est au milieu de tout le monde. Pour ce qui est de son armée, elle prend l'armée de son lieutenant qui a pris une petite dérouillée là en été en voulant m'attaquer. Et elle fait un beau déplacement quand même, elle fait un beau 6, non, de 5, et elle part au sud en gagnant deux petits hexagones. Et termine de déployer son empire. Rappelez-vous, on ne peut déployer avec les PA l'Empire que les hexagones neutres qui sont contre votre Empire. Donc ces 10 PA se transforment simplement en 5 petits déploiements au centre de la table. Et finalement, Lucie ne pourra plus augmenter la taille de son Empire grâce aux PA. Donc voilà, encore nous, Thomas, Henri et moi, et un petit peu même Lilian s'il a de la chance, on a de quoi se déployer encore à côté de nous, mais là-haut, ils sont vraiment trop serrés entre les nains, les démons, les Zombettes et les Skaven. En parlant des Zombettes, voici le tour d'Henri qui prend l'armée de son grand général. Il choisit l'événement face à face. Oui, il a choisi l'événement face à face. Il nous fait un très beau jet de 5 lui aussi. Et
attaque l'armée de Lilian. Voilà, on est tous un peu remontés contre Lilian à cause de l'arrivée de son site d'importance. Donc on l'attaque, et enfin c'est surtout Henri qui l'attaque, avec son grand général, et c'est donc bien sûr l'événement face à face, la bataille entre son général et le général de Lilian. Donc le face-à-face entre Lilian et Henri, Henri attaquant bien sûr avec son grand général qui est un monstre de corps à corps, malgré la puissance modérée du général Scaven. Malheureusement pour Lilian là aussi, hein, c'est lui qui a chargé, mais le nombre d'attaques qu'il a passé n'ont pas réussi à transpercer complètement le général Humbet, et lui en un seul orion a réussi à arracher les 3 pauvres petits PV du général Scaven, sans vraiment de sommation là, hein, c'était assez classique. Ils ont déjà fait ce face à face et malheureusement c'est toujours le même résultat, ce qui fait que malgré en plus un beau développement de Henri au sud de sa position pour verrouiller son empire avec les rois des tombes, les Skaven, et un petit peu au sud dans les hexagones neutres, il envoie très très loin le général Skaven de Lilian dans la tour de sorcier qu'il avait chopé au printemps. Cependant, quand même, règle spéciale des Skaven, l'hexagone qui est donc pris par le général Humbet de Henri est rasé par les Skaven, donc il ne pourra rien trouver en termes de vestiges de Nagash sur cette prise aux Skaven. Très bien, voilà, très beau petit coup dans les genoux de Lilian avant qu'il parte. Et donc pour terminer la première phase de jeu de l'automne, le tour de Thomas et de ses rois des tombes. Thomas et ses rois des tombes, il prend l'armée de son lieutenant, il choisit l'événement piège, et avec un beau 6 là aussi, part à l'ouest, prend la petite forêt à côté de mon empire, et développe après avec ses PA l'ouest de son empire, avec 10 hexagones qui viennent dans son territoire. Donc voilà pour la première phase de jeu, donc ça a été déjà âprement disputé. Il n'y a que un face-à-face, mais quand même, là, les empires du Nord vont devoir tous se foutre sur la tronche pour essayer de se développer. Nous, au Sud, encore, avec les rois des tombes et les hommes bêtes, en plus de mes orques et gobelins, on a encore quelques petites râpes de territoire neutre à choper. Donc, imaginez, l'hiver va être très 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 violent. Mais bon, finissons d'abord l'automne. Donc, deuxième phase de jeu de l'automne, les armées que nous n'avons pas bougées. C'est parti. Ce coup-là, par contre, c'est Lucie qui a perdu la place qui a pris la place de dernière. Voilà, elle a été doublée parce qu'elle n'a pas pu se développer entièrement. Donc c'est parti pour Lucie. Elle prend l'armée de son grand général, le prince démon de Corne, et elle utilise l'événement Révolte Naine pour faire perdre un petit hexagone aux nains. Voilà, elle libère un peu de place en face du chemin en fait de son général pour pouvoir percer l'empire des nains. Vraiment, Lucie et Pierre sont des ennemis héréditaires là maintenant, c'est sûr et certain. Donc avec un petit déplacement de 3, bon, elle a juste ce qu'il faut pour attaquer. Elle attaque une des tours de défense des nains, voilà. Donc on va vous détailler un petit peu cette bataille, vu que ces PA ne sont plus utilisables, vu qu'elle n'a plus d'hexagone neutre contre son empire. Donc c'est parti pour la bataille du prince démon de Corne de Lucie contre la garnison naine de Pierre. Alors la bataille pour la tour de défense des nains de la garnison naine contre l'armée des démons de Corne. Petite anecdote, j'ai pété ma figurine de prince démon au début de la soirée, donc je l'ai remplacé par le lieutenant sur trône de sang, mais on l'a joué comme le prince démon. L'armée de Lucie s'est donc orientée sur une armée de Brutas, c'est Corne, hein. Elle a pris le gros bloc de 29 sanguinaires avec le porteur de la grande bannière à l'intérieur, un duo de canons, 3 écarisseurs et 5 chiens d'embuscade, 5 chiens de corne. Et du côté de Pierre, il a pris ses 20 brises fer tenaces, il a pris son canon orc, son canon, 19 guerriers, 19 longues barbes, un porteur de la grande bannière, son forgerune général de l'armée, son héros forgerune, et 10 drakes de fer. Donc la bataille, comment s'est-elle déroulée avec un déploiement assez classique, les nains quand même étant vachement étendus et n'ayant pas fait un flanc refusé. Lucie a très bien utilisé l'artillerie ce coup-là. Elle a balancé directement, parce qu'elle a eu le premier tour, ses canons sur l'artillerie. Elle a bousillé le canon nain de Pierre dès le premier tour, donc ça a été bien joué. Par contre, elle a loupé le canon orgue, ce qui a quand même laissé une petite chance pour Pierre. Utilisant des mouvements rapides
et Pierre restant en fond de table, les nains ont temporisé au maximum, hein. Autour d'eux, les chiens de corne arrivent par derrière comme avait eu l'habitude Pierre aux dernières parties qu'il avait fait contre eux. Malheureusement, les canons ont pris pour cible les longues barbes et les ont déjà vachement abîmés à 6 morts, donc ça a été un petit peu embêtant. Bon, les longues barbes immunisés psycho, pas vraiment de soucis. Les écarisseurs, par contre, loupant leur charge sur les brise-fer, ils étaient déjà très en mal pour Lucie. Pour le tour 3 de Lucie, pour le tour 2 de Pierre, pardon, les longues barbes se sont retournés comme le canoir pour voir les chiens de corne. Les brise-fer ont chargé les écarisseurs, bien entendu, et le reste a resté en fond de table, hein, pour les guerriers et les drakes de fer pour temporiser. La charge des brise-fer a été un petit peu maladroite parce que l'armée des nains n'avait eu que la haine des généraux et non pas la haine de l'armée. Ce qui fait qu'il y a eu 3 PV perdus du côté des écarisseurs et 4 guerriers nains morts. Ce qui fait qu'à l'instabilité, il ne restait plus qu'un écarisseur, mais il est resté là. Donc bien joué de la part de Lucie. Derrière, les tirs du canon Orgue ont tué 2 chiens de corne, mais n'ont pas fait suffisamment de blessures pour tous les éradiquer, malheureusement. Ce qui fait donc au tour 3, les charges combinées, hein, les chiens de corne qui chargent le canon Orgue, la grosse horde de sanguinaires qui charge les guerriers nains avec le forgerune, l'avancée des canons pour pouvoir un petit peu mettre la pression. Les guerriers nains contre les sanguinaires ont tenu du mieux qu'ils ont pu, ils ont quand même perdu presque 15 des leurs, tandis que les sanguinaires en ont perdu 6. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là où ils ont eu l'invulnérable 4+, les démons. Très, très bon coup de chance pour Lucie. Malgré la perte de son écarisseur contre les brise-fer, les chiens de corne ont roulé bien sûr sur le canon Orgue. Mais les nains ont tenu bon quand même, hein. Malgré de nombreuses pertes, les guerriers nains ne sont pas enfuis, hein. Ils ont resté au corps à corps. Pour ce qui est des reformations naines, les longues barbes et les brise-fer forment un entonnoir une fois vers le tour 3 pour pouvoir accueillir l'artillerie qui va pas tarder d'arriver des démons de corne. Malheureusement, pour le tour 4 de Lucie, bien les guerriers nains sont morts, hein, face aux sanguinaires, en tuant finalement que 2 en face, donc c'était très compliqué. Les sanguinaires se sont reformés pour achever les drakes de fer au tour suivant, tandis que pour ce qui est des mouvements des démons, les chiens de corne se sont mis devant les brise-fer pour les réorienter, tandis qu'une triple charge du prince démon et des 2 canons à crâne sur les survivants longue barbe, avec une charge des sanguinaires sur le flanc des drakes de fer, a été presque fatale. Les drakes de fer sont tous morts face aux attaques des sanguinaires. Les 2 canons et le prince démon, bien sûr, ont roulé sur les pauvres 14 longues barbes qui survivaient. Les brise-fer, par contre, à leur tour suivant, ont roulé littéralement là sur les chiens de corne et se sont fait un plaisir incommensurable de les éclater. Donc ce qui fait que pour un dernier carré, les brise-fer, avec quelques reformations pour le dernier tour, se sont mis face aux 2 canons à crâne et au prince démon et ont eu une charge combinée. Alors les sanguinaires ont été trop loin pour les charger le flanc, mais bon, ils sont morts bravement en ayant quand même survécu à 3 contre la première charge, contre le premier tour de charge, et au dernier tour, ont quand même réussi à emporter avec eux un des canons à crâne. Donc ils sont tous morts au combat, encore une fois, la garnison de Pierre, mais une nouvelle victoire des démons de corne de Lucie contre la garnison naine de Pierre. Bien joué pour Lucie, elle arrive certainement mieux à les gérer que moi, mes démons de corne. Donc grâce à cette victoire, Lucie obtient cet hexagone de tour de défense avec un beau massacre de la garnison naine. Elle a complètement isolé un autre hexagone des nains, donc parfait pour elle pour l'hiver. Elle pourra venir l'achever quand elle le pourra. Donc ensuite, tour des hommes bêtes de Henri, parce que lui aussi a largement redescendu. Il utilise l'événement piège et l'armée de son lieutenant. Donc après, il utilise un mouvement qui lui est favorable parce qu'il fait 5. Lui aussi étant trop loin pour gagner les petits hexagones d'importance, et il déploie et il attaque avec son armée de son lieutenant l'hexagone d'importance de Thomas. Donc c'est culotté. Il en profite pour terminer aussi de verrouiller son empire entre mes orques et gobelins et les rois des tombes de Thomas. Donc lui aussi ne pourra plus se déployer grâce à ses points d'avancée. Et donc il attaque la garnison roi des tombes avec son armée, l'armée de son lieutenant. Donc je vais essayer de vous détailler aussi cette partie. Alors la bataille affrontant la garnison roi des tombes de Thomas contre l'armée de campagne du lieutenant de Henri. Alors son lieutenant c'est quand même un grand chaman niveau 4, donc qui est très 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 mauvais,
qui est très dangereux pour contrer justement la magie nécromantique des rois des tombes, tandis que l'armée de Thomas, son armée basée bien sûr sur des héros, et non pas sur des grands généraux, était quand même inférieure en termes de magie, car elle avait un prince et un prêtre pour la rebooster, et c'est tout. Par contre, en termes d'unité, là, l'armée de Thomas était monstrueuse, car il avait cette fameuse horde de guerriers squelettes à 37 guerriers squelettes, avec justement le prince des tombes à l'intérieur, enfin de 39 guerriers squelettes avec le prince des tombes à l'intérieur pour la rendre vraiment dangereuse. Il avait 3 chars et 11 archers pour y mettre après le prêtre liche, et après il avait que des amalgames avec 3 nécroserpents. Il avait également le nécrosphinx et le sphinx de guerre, avec en plus, pour finir de l'aider, une arche des âmes damnées. Donc, de l'autre côté, Henri avait gardé la bonne vieille technique de la horde de Gore avec son porteur de la grande bannière, son grand chaman à l'intérieur. Il avait également mis ses 2x10 Kepiar Ungor, son char, son Sigor et ses 3 Minotaurs pour des parties à 1500 points. C'était parfait. Depuis le début, il arrivait bien à la gérer. Donc cette partie s'est déroulée quand même avec beaucoup basé sur la magie. Malheureusement pour les 2 joueurs, les vents de magie ont été ridicules. Le plus gros vent de magie a été de 5. Donc ça a été très compliqué des 2 côtés, avec énormément de violence dès le tour 3, parce que ça a été beaucoup de temporisation. Les rois des tombes, Thomas a fait très attention à charger correctement au bon moment, tandis que Henri a formé le plus possible et a réorienté au maximum avec ses pierres Ungor. Thomas a quand même contré le principe de réorientation des pierres Ungor grâce aux nombreux tirs et à l'arche des âmes damnées qui l'a beaucoup aidé en arrachant directement 10 pierres Ungor et en massacrant grâce aux tirs quelques PV sur les Minotaures ou alors dans les Gors. Les grands corps à corps de cette partie ont été magnifiques, car une charge manquée des Minotaures sur les amalgames morts-vivants des chevaliers de Nécroserpent a permis après aux chars de les prendre à pleine vitesse et de les massacrer en un seul round de corps à corps. Bon, les Minotaures avaient déjà perdu 2 PV, ce qui a beaucoup aidé quand même, hein. Ça a très bien permis à Thomas de complètement verrouiller le flanc droit de son armée. De plus, la grande horde de Gore a été assez folle pour charger les guerriers squelettes qui étaient avec leur prince des tombes et à n'en tuer finalement que 5-6 en n'en perdant aucun chez les Gore. Donc très belle phase de combat pour Henri, mais derrière les attaques ont été pourries, mais vraiment pourries. Malgré la fureur primitive, malgré la force en +1 grâce à la grande bannière, il a tué finalement que 4 guerriers squelettes. Ce qui fait que bien derrière, avec un petit 8 pertes en instabilité, une très belle charge de soutien des 2 amalgames morts-vivants, Sphinx de guerre et Nécrosphinx dans la horde de Gore, ça a été la débandade, car en plus, la petite magie nécromantique a donné le plus une attaque sur les guerriers squelettes, et en plus leur a donné une invulnérable 5+, ce qui fait qu'ils sont revenus full, et heureusement parce qu'ils n'avaient fait aucune perte avant dans les Gore. Donc ce qui fait que le centre a été un combat acharné et terrible. De plus, le Sigor s'est fait surprendre par une charge de très loin. Alors une charge à 20, je tiens à préciser quand même, une charge à 20 des cavaliers nécroserpents, des chevaliers nécroserpents. Il a quand même réussi à balancer son caillasse sur les chars et en bousiller un. Donc quand même une belle phase de jet qui a un petit peu remonté le moral de Henri grâce à son Sigor, mais il a été surpris par les chevaliers nécroserpents et n'a pas tenu plus d'un tour. Malgré la perte il a quand même éclaté un chevalier nécroserpent. Beaucoup de gens pensent que le Sigor est pas super bon corps à corps, mais quand il affronte des morts vivants ou des trucs à invulnérables, là c'est pas la même chose, hein. Il est quand même assez violent. L'Arche des âmes damnées de Thomas a quand même également réussi à arracher le char à Razorgore au tour 2. Voilà, donc ça a fait quand même un bon dommage. Et pour vous dire un petit peu, voilà, la partie est un peu courte parce qu'on n'avait plus beaucoup de batterie pour les photos. La partie s'est quand même déroulée avec un bon massacre, car le Nécrosphinx a été tué par le porteur de la grande bannière des hommes bêtes avec une phase de corps à corps. Alors il lui a enlevé à chaque fois 2 PV, donc c'était assez joli, grâce au +1 en force et à l'endurance de la bête, hein, et avec la bannière, hein, la bannière +1 en force. Malgré toucher sur des 6, il se gourait pas souvent avec sa relance de fureur primitive. Il était assez content pour toucher, et après 1 ou 2 6 arrivait toujours à passer.
Ce qui fait qu'à la fin de tous les corps à corps, quand malheureusement tous les hommes bêtes ont été massacrés, car oui, les hommes bêtes ont été massacrés à cette partie, quand vous regardez la table, vous voyez, il n'y a plus qu'un chevalier nécroserpent, le sphinx de guerre n'a plus que 3 PV, les guerriers squelettes et leurs princes des tombes ne sont plus que 6, et il n'y a plus qu'un seul char. Voilà, donc ça a été une bataille de la garnison âprement disputée pour le site d'importance, et par une surprise totale quand même, on a été étonné, c'est qu'en fait les vents de magie n'ont pas du tout été sur la table, hein. Il y en a, comme je vous ai dit, pas plus de 5 sur les dés de vents de magie. Eh bien c'est une victoire de la garnison Roi des Tombes contre l'attaque de l'armée du lieutenant des hommes bêtes. Bien joué de la part de Thomas. Donc après cette attaque loupée et ayant perdu sa tour de défense pendant l'été juste avant, eh bien l'armée du lieutenant de Henri est renvoyée en plein centre de son empire dans sa citadelle, Thomas conservant donc son site d'importance, donc une belle surprise ou une mauvaise surprise, tout dépend le point de vue. Donc on passe maintenant au tour des nains de Pierre, qui ont donc remonté un petit peu dans le classement. Pierre prend donc l'armée de son lieutenant qu'il n'a pas utilisée, et il choisit la diplomatie avec les hommes bêtes, parce que lui aussi voulait un petit peu ne pas avoir un souci supplémentaire, parce que son empire est donc collé également à ceux des hommes bêtes. Voilà, il a fait un petit geste symbolique en demandant une diplomatie avec les hommes bêtes, et avec tout le mouvement qu'il a pu faire, parce qu'il a fait un très 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 beau 6, il va plus loin dans son empire au sud et vient un petit peu entourer l'armée Skaven du prophète gris, l'armée du prince démon de Corne avec son roi nain sur pierre de serment. Il vient un petit peu poser là aussi une présence naine autour de son site d'importance pour ne pas le perdre bien entendu. Pour ce qui est des Skaven de Lilian, il prend son armée avec l'événement éclaireur et nous fait la surprise d'utiliser la règle raciale de son armée. Alors je vous rappelle la règle raciale des Skaven. Une fois par saison, une armée peut prendre les souterrains et se déplacer du double de sa valeur de déplacement. Donc de plus, comme je l'ai dit, s'il perd un hexagone, il peut raser l'hexagone. Alors, les Skaven là nous font en plus un super beau jet. Ils font un 4, donc il peut se déplacer de 8 n'importe où il le désire, Lilian, avec l'armée de son prophète gris, et il nous fait un coup fourbe et attaque justement l'empire des nains, la tour de défense des nains, au nord de la position, avec toute une armée de petites vermines rateuses, là, de petits ratons, commandés par un prophète gris qui attaque encore une fois la pauvre garnison des nains. Donc je vais vous détailler un petit peu cette partie. Alors l'armée du prophète gris de Lilian est vraiment très 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 tournée sur l'offensive, car elle comprend donc 39 vermines de choc pour y faire le chausson du prophète gris. Elle y met également 34 guerriers des clans avec la porteur de la grande bannière, un gros régiment de 40 esclaves bien sûr. Il y rajoute à tout ça 30 moines de la peste et le creuset, et une roue infernale. Du côté de la garnison naine, il a pris exactement la même pierre que celle qui avait affronté les démons. Donc une bataille qui s'est tournée là aussi d'un côté comme de l'autre, car ça a été vraiment équitable et une belle partie. L'avancée des Skaven qui ont eu le premier tour a été très intéressante, la roue infernale ayant avancé correctement et les esclaves étant répartis sur le flanc gauche. C'était vraiment le centre avec le creuset, les vermines, les guerriers des clans qui allaient être très brutal, on l'a senti. Au premier tour des nains, Pierre a utilisé un très léger mouvement pour là aussi venir verrouiller le centre, mais surtout avec un superbe tir de son canon à arracher la roue infernale en un seul round, en un seul tour de tir dès le premier tour. Donc tout de suite les Skaven ont perdu un de leurs atouts principaux contre cette armée naine. Cependant, au tour 2 des Skaven, ça a été le double 6 à la phase de magie. Donc, utilisant les 6 dés de pouvoir qu'il avait à sa disposition, Lilian tente le très redouté 13e sort sur les brise-fer nains et le passe en irrésistible, un irrésistible 7 qui ne lui fait perdre que 2 petits vermines de choc. Et en face, il tue 19 brise-fer sur 20. Il a failli gagner 20 guerriers des clans. Donc il arrache le régiment le plus coûteux et le plus puissant de Pierre dès le tour 2. Donc directement là par contre la partie est repassée d'un autre côté et la pression est revenue sur le dos de Baragvar. Les esclaves en plus arrivant bien à l'endroit où il n'y a maintenant plus qu'un seul brise-fer, ça allait être très 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 compliqué.
Pour ce qui est des corps à corps, ben, les nains ont quand même décidé de continuer et de résister jusqu'au bout. Pierre a déclaré une charge avec ses guerriers nains sur les guerriers des clans et a réussi. Par contre, il a loupé sa charge avec ses longues barbes sur le creuset. Donc la malchance continue. Les tirs quand même du canon orgue et du canon sur le creuset avec les moines de la peste ont quand même servi à nettoyer un petit peu les combattants et à enlever surtout 4 PV au creuset, hein, donc c'est quand même pas trop mal du tout. Pour ce qui est après des combats guerriers des clans contre guerriers nains, 2 guerriers nains qui meurent et 5 guerriers des clans qui crèvent, mais ça tient, hein, ça bouge pas. Le face-à-face du forgeron, commandant de garnison, contre le porteur de la grande bannière Skaven, se soldant par la mort du porteur de la grande bannière, faut pas pousser, c'est quand même un forgeron nain avec arme lourde, le mec il fait mal et il est résistant. C'est au tour suivant que arrive la charge des moines de la peste avec leurs creusets sur les longues barbes et des esclaves sur le survivant des brise-fer. Donc bien sûr, les esclaves réussissent à tuer le survivant des brise-fer et chargent de flanc les longues barbes pour ensuite entamer le combat longue barbe à 20 à 19 avec leur porteur de la grande bannière contre le creuset, les moines et les esclaves. Bien entendu, ils craquent, hein, les longues barbes, leur porteur de la grande bannière est tué par le prêtre de la peste, et les charges, les gaz, etc. ne font qu'il n'y a plus qu'un seul longue barbe qui survive, qui s'enfuit, et justement qui est rattrapé par le creuset, qui fait une charge irrésistible sur le canon orgue. Donc c'est violent, hein. Les esclaves, eux, en profitent pour se reformer. Très très violent. Le canon quand même, au tour suivant des nains, tire sur la catapulte de la peste et l'explose. Voilà, il aura anéanti la roue infernale et la catapulte de la peste. Donc voilà, même malgré le fait que la partie soit terminée déjà presque à ce tour-là, Pierre ne lâche rien. Le tour suivant vient voir les vermines de choc chargés de flanc les guerriers nains pour aller terminer ce corps à corps là. Le creuset de la peste s'étant reformé autour d'avant, charge le canon et le massacre sans aucun problème, fait une charge irrésistible et va terminer les pauvres Drake de fer, et le combat bien sûr vermine de choc de flanc avec les guerriers des clans massacre les guerriers nains. C'est donc là encore une fois la garnison naine qui est assassinée par les Skaven. C'est la Barakvar subit énormément pendant tout l'automne. Pierre n'en peut plus, il prend tout le monde dans la tronche parce que tout le monde se méfie de lui et personne ne veut qu'il regagne cette campagne apparemment. Donc c'est une nouvelle victoire de Lilian, hein, qui nous a bien surpris par cette superbe manœuvre et qui vient en plein milieu de l'Empire des Nains prendre cette tour de défense d'une façon vile et sournoise, autrement dit de la meilleure façon de faire pour un général Skaven. Donc après cette sournoise attaque des Skaven au nord, c'est le tour de mes orques et gobelins qui ne font qu'un petit 4. Donc je retourne dans la citadelle principale et verrouille totalement le marais sous mon territoire. Donc comme vous le voyez, il n'y a plus d'hexagone libre pour le déploiement, pour l'avancée en point d'avancée. J'utilise l'armée de mon lieutenant, donc avec l'événement face à face, mais bon, c'était au cas où, la personne est venue, j'ai rien à attaquer, je préfère rester dans mes bonnes grâces avec les rois des tombes, en tout cas, pour l'instant. Car pour terminer, voici le tour de Thomas avec son armée de son grand général roi des tombes. Il utilise ce qui restait, donc autrement dit la manipulation Skaven contre Humbet, mais qui est inutile, vu que là c'est la fin de l'automne. Il prend donc son armée de son grand général et nous fait un super beau déplacement quand même, hein, il va assez loin. Mais il préfère temporiser et faire seulement 3 petits d'avancée et attaquer la garnison Humbet de Henri avec son grand général. Voilà, pour terminer en beauté, pour éviter à Henri de comprendre qu'il est en territoire conquis, pas très loin de l'Empire des Rois des Tombes, et ben Thomas attaque Henri avec l'armée de son grand général. Henri n'a pas d'armée autour, donc il doit se défendre avec sa garnison. Donc pour la dernière partie de l'automne, voici un petit résumé. Donc l'armée du grand général de Thomas est basée quasiment comme sa garnison, simplement en remplaçant les chevaliers de nécropole par son grand roi des tombes, et en mettant bien sûr un peu plus de points et d'attaque sur, par exemple, le souffle, hein, sur son sphinx de guerre. Du côté de la garnison Humbet, eh ben, vous l'avez déjà vu, elle est composée d'un petit chaman niveau 1, de 2 régiments de 30 gores, avec l'un la porteur de la grande bannière et l'autre le petit chaman, de ces petits tirailleurs Ungor. Elle comprend les minotaures, le char et toujours un petit Sigor qui traîne dans le coin. Donc la partie, c'est Henri qui a eu le premier tour.
Henri, très rapidement, voulant réorienter les chars avec ses tirailleurs pour que son char puisse les charger, oui, ça fait beaucoup de chars, a essayé de prendre un petit peu le flanc droit et a avancé très rapidement avec ses monstres et ses infanteries pour aller choper de l'archer ou par mégarde un des flancs que pourraient se proposer les rois des tombes. Thomas a utilisé le vol de son armée, de son nécrosphinx et est revenu flanquer en fait sa horde à la surprise un petit peu de Henri pour vraiment mettre tout son poids d'attaque en fait sur le centre de son armée. Il a fait une méthode très classique avec les volants, les mettre sur les côtés pour les rabattre au centre tout de suite après. Donc sur son flanc droit très faible quand même, parce qu'en face des Minotaures il n'avait que des archers et une arche des âmes damnées, il a tout mis dans la phase de tir et la phase de magie. La phase de magie avec une super belle un super beau blast de l'arche des âmes damnées qui arrache un Minotaure et demi, deux Minotaures pardon, et les archers qui terminent les Minotaures. Donc le pari de Thomas a payé et finalement le flanc gauche de Henri devient beaucoup plus faible avec simplement ses gores. Ça a tout de suite mis le ton à la partie. De plus, les chars ayant tiré sur les pillards Ungor arrivent à en arracher 3 et à leur provoquer leur panique dans la débandade connue des hommes bêtes face aux tirs trop violents. Malgré cela, eh bien, Henri est venu un petit peu mettre la pression aussi avec un bon entonnoir de ses 60 gores, de ses 2 régiments de 30, et a réussi à rallier ses pillards Ungor, mais il a loupé sa charge avec son char à Razorgore sur les chars squelettes, donc là aussi ça allait pas être super. Son Sigor a balancé quand même une belle caillasse comme il l'a pu, mais avant, c'est le petit chaman qui a tenté le plus en force et l'endurance sur son propre régiment, et qui fait un fiasco, qui fait une cascade dimensionnelle, et qui, bien sûr, part dans les limbes du chaos, et emmène avec lui 11 gores. Voilà, donc c'est à partir de là, à partir du tour 3, que tout s'est écroulé pour Henri. Le régiment central de son armée se fait arracher, et son chef de garnison meurt. Donc malgré un beau jet là aussi du rocher du Sigor dans les guerriers squelettes qui en tuent 5, c'est le moment de la charge, le nécrosphinx qui charge les 30 gores, l'infanterie guerrier squelette avec le sphinx de guerre qui charge les survivants gores, le char à Razorgore qui est chargé par les chars squelettes, donc terrible pour lui. Tout ce qu'il fallait pas faire. C'est donc bien sûr un massacre, le centre de la ligne meurt automatiquement et directement presque face à la violence des guerriers squelettes qui étaient revenus full encore une fois grâce à la magie et qui avaient encore une fois le plus une attaque. Le sphinx de guerre n'ayant même pas besoin de souffler, il se reforme pour voir les pillards Ungor et les guerriers squelettes eux font une charge irée au centre de la table. Pour ce qui est, j'ai oublié de parler de la magie, mais l'Arche des âmes damnées qui arrache le Sigor avec encore une fois un beau blast, donc l'Arche des âmes damnées qui a fait sa partie directement, qui lui enlève 6 PV, si je me trompe pas, 6 ou 7, 5 ou 6 PV grâce à son blast. Donc magnifique le blast de l'Arche des âmes damnées sur le Sigor. Les chars, bien sûr, qui massacrent le char à Razorgore, mais qui en perdent quand même un avant de pouvoir le massacrer. Et oui, parce qu'un char à Razorgore, quand même, ça tape très fort, avec les bestigores et la bestiole qui le tirent. Donc bien sûr, après, avec une charge girée, ils foncent dans les pillards Ungor, qui reçoivent une charge de char terrible. Les gores contre le nécrosphinx n'arrivent pas à le blesser ce coup-là, parce que le domaine de la bête n'arrive plus à passer, vu que le chaman est mort. Ils perdent 6 d'entre eux, mais restent au corps à corps, vu qu'ils sont indomptables. C'est les tours suivants, eux, qui deviennent de plus en plus violents et méchants. La magie qui rebooste un char, là, à 1 PV, qui finit bien sûr par détruire les pillards Ungor. Et les gores réussissent à tenir quand même, grâce à l'indomptabilité, contre le nécrosphinx, mais qui finissent au tour 5 par se faire prendre de flanc par l'infanterie full avec le roi de Thomas, dans un massacre apocalyptique. Très rapidement, la garnison bête est totalement maîtrisée et massacrée par l'armée surentraînée presque, on pourrait dire, du général roi des tombes de Thomas. Donc, pour terminer cet automne, c'est donc Thomas qui obtient ce petit hexagone au sud de l'Empire Homme-Bête et qui nous surprend tous par la violence et les talents de stratège qu'il peut quand même avoir. Donc c'est la fin de l'automne, donc voyons les résultats pour la taille des empires et les possessions que chacun a à sa disposition. Donc la dernière place, malheureusement grâce aux 2 défaites, enfin malheureusement à cause des 2 défaites qu'a subi Pierre pendant l'automne, eh bien ces nains sont tombés à 67 hexagones.
Donc un hexagone d'importance, une tour et une citadelle, parce qu'il a encore perdu 2 tours à cette phase. C'est terrible. Barakvar a largement subi pendant l'automne. La suivante, c'est Lucie, également à 67 hexagones, mais qui elle ne possède seulement que 2 tours de défense et une citadelle. Elle n'a pas de site d'importance. Ensuite, toujours à cette même place, restent les Scaven de Lilian avec 73 hexagones. Donc une tour parce qu'il l'a piqué au nain et une citadelle. Les hommes bêtes de Henri sont en 3e place avec 74 hexagones, une tour de défense et une citadelle. Les rois des tombes de Thomas sont à la 2e place, là aussi avec 74 hexagones, mais un hexagone d'importance, 2 tours de défense et une citadelle. Et grâce à personne qui m'a attaqué à cet automne et à surtout le sud de la position des terres arides qui était largement non déclarée, donc neutre, j'ai pu me développer énormément et monter à la 1re place avec 78 hexagones à la possession de mes orques sauvages, avec non seulement 78 hexagones, mais aussi 3 tours de défense et 2 citadelles. Donc je sens que je vais être l'objectif principal de tout le monde pour l'hiver. J'ai un énorme avantage maintenant par rapport quand même aux nains, car j'ai quand même 9 hexagones de plus qu'eux, avec le dernier, mais quand même je ne suis qu'à 4 petits hexagones de distance du deuxième. Attention à ne pas me faire surprendre, et n'oubliez pas que le nombre d'hexagones ne fait pas tout, car on va jeter les dés pour chacun de nos hexagones, mais les tours de défense amènent des bonus, les citadelles amènent des reliques directement, et les sites d'importance, eux aussi, sont très primordiaux. Donc voilà pour l'automne, j'espère que ça vous aura plu. L'hiver n'arrivera pas avant un bon petit mois parce que là, vu le nombre de batailles qu'il risque d'avoir, la vidéo déjà sera longue, je le sens, et il y aura certainement beaucoup d'escarmouches. Donc soyez en patience, et on se retrouvera donc peut-être dans un mois pour cette campagne. Sinon, bien sûr, Made by Amateur continue avec les vidéos normales. Merci à vous de suivre, merci pour les commentaires, merci à tous ceux qui sont venus jouer, également à tous ceux qui me passent des conseils, mais aussi du matos, comme Arthur, qui me prête sa belle table. Vous voyez que les décors continuent et la table continue à pousser, donc on va faire en sorte d'améliorer encore plus. Allez, merci à vous, portez-vous bien, longue vie à battle, on ferait battle, et on se retrouve bientôt. Allez, à plus.